Bonjour, nous sommes le vendredi 23 janvier 2015 et je voudrais pour commencer vous parler de deux livres que j'ai là. L'un s'appelle Thermodynamique de l'évolution par François Rodier, il ne faut pas que je cache son nom, qui est déjà intervenu ici sur le blog. Et puis il y a un autre livre très intéressant qui s'appelle, attendez voir, ah voilà, L'effondrement des sociétés complexes par Joseph A. Tainter. Et qu'est-ce qui m'a fait penser à ces deux livres? Eh bien, c'est la déclaration de la Banque Centrale Européenne de cet après-midi. Parce que j'étais à France Culture à 12h30 pour commenter l'actualité avant la déclaration de M. Draghi en début d'après-midi. Et j'ai expliqué ce qui pouvait se passer qui signalerait l'effondrement de la zone euro. La zone euro présente des dispositions, je dirais, naturelles à s'effondrer, puisqu'il y a un processus de construction d'unité économique, financière et politique qui devrait soutenir la création d'une zone correspondant à une monnaie unique, une monnaie unifiée, et ces conditions n'ont pas été remplies. Et une décision devait être prise cet après-midi. Il y a une opposition. Je signale que il y a quelques semaines, quand on m'avait demandé de faire un panorama de 2015 pour le magazine belge Trends Tendance, j'avais dit 2015, eh bien ça va démarrer sous l'égide de la lutte fratricide que se livre M. Mario Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne et M. Jens Weidmann à la tête de la Bundesbank, la Banque Centrale allemande. Et ça n'a pas tardé, puisque qu'est-ce que nous sommes? Voilà, le 23 janvier. Et la déclaration de M. Draghi montre qu'on n'a pas pu arriver à un compromis, c'est-à-dire qu'on annonce à grand fracas qu'on va faire des choses, et en fait on s'est refusé les conditions pour le faire. Donc on peut donner raison à la fois à M. Draghi, puisqu'il a pris des mesures exceptionnellement, audacieuses, et on peut donner raison également à monsieur Weidmann, puisque lui, il a posé les conditions pour que ça n'ait pas lieu, pour qu'on puisse prétendre que ça va avoir lieu. Et pour que la condition en fait essentielle, c'est-à-dire qu'il y ait une certaine mutualisation de la dette à l'intérieur de la zone euro, c'est une des conditions, mais c'est une condition sine qua non pour qu'on puisse avoir une zone économique avec une monnaie unique. Et donc ça n'ira pas lieu. Donc on prétend qu'on va faire quelque chose, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si la condition de mutualisation de la dette n'a pas lieu dans la zone euro, eh bien c'est le détricotage qui se met en place. Quel que soit le montant des sommes dont on parle, on va simplement ajouter sur un processus, je dirais, de déliquescence, on va ajouter en plus la possibilité de créer des sommes, de créer au niveau de la Banque Centrale Européenne des sommes considérables d'argent, 1000 milliards d'euros en plus qu'on va injecter dans un système, mais dans un système en voie d'effondrement. Et c'est pour ça que je vous ai montré ces deux livres, parce que qu'est-ce qu'ils nous disent ces deux livres? À leur façon, d'une certaine manière, le livre de François Rodier, je crois qu'il ne m'en voudra pas de dire ça, ce sont un peu les idées d'Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Bruxelles. Il était professeur à Bruxelles, moi j'étais étudiant à Bruxelles. À un moment donné, j'étais professeur aussi, donc on a été collègues, mais c'était une très brève période. Et voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent ces livres-là? C'est que nous vivons dans un monde qui est fait de processus physiques, et que, comme le soufflet qui gonfle et qui va se dégonfler rapidement ensuite, eh bien, il peut y avoir une construction de complexité. Une construction de complexité, mais c'est un processus qui va être limité dans le temps. Nous avons l'habitude de représenter le processus humain comme un processus progressif et qui va vers une évolution où les choses s'arrangent, vont de mieux en mieux. Il y a là un soleil qui se lève à l'horizon et nous progressons. Vous connaissez cette image qui me revient, vous savez, où on représente le chimpanzé, et puis l'Australopithèque, et puis l'Homo erectus, et puis l'Homo sapiens, etc. Ils vont nous montrer un truc comme ça. Et on ne nous montre pas le robot qui succédera, mais on nous montre un processus. Voilà, on nous habitue à des représentations où les choses vont en progressant.
On oublie que quand à la fin du Permien, je crois que c'est 75% des espèces animales ont disparu. Et donc on a été à ce moment-là, à la fin du Permien, c'était quoi si j'ai bon souvenir, de 250 millions d'années, il y a 250 millions d'années. Eh bien, bon, le soufflet s'est effondré et, euh, et le processus est reparti par la suite avec ce qui restait. Mais il y avait eu des extinctions de ce type-là bien avant, qui avaient conduit à des formes plus ou moins, comment dire, complexes, mais les choses s'étaient effondrées. Et puis donc ce bouquin de Joseph Tainter, il nous montre qu'il y a des civilisations qui sont apparues et puis qu'elles se sont effondrées quand la complexité dépasse c'est un processus critique, hein, comme on dit en physique, c'est-à-dire vous construisez un château de sable, vous ajoutez une pelletée, puis que ça commence pas bien monter. Et puis à un moment où quand vous ajoutez des pelletées, ça commence essentiellement à faire tomber des morceaux, des grands pans, et il vaut mieux s'arrêter à ce moment-là si on veut garder quelque chose qui a encore une forme, je veux dire, convaincante. Sinon, voilà, tout continue à s'effondrer. Et alors, voilà, on a des. L'autre jour, quand j'ai fait une vidéo, c'était il y a une semaine, et que je parlais de ce qui était en train de se passer, l'image qui m'est venue, c'est l'irruption du désordre. L'irruption du désordre. Il y a des tas d'éléments qui sont là, qui sont en arrière-plan. Par exemple, le schisme musulman entre sunnites et chiites. On se dit dans nos pays, on se dit ça ne devrait pas nous concerner. Et puis on s'aperçoit que ça nous concerne, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre parti, le fait de prendre parti, eh bien, s'il y a des sunnites et des chiites dans notre propre pays, ça va conduire encore à des conséquences d'une certaine manière. De toute façon, si on leur fait la guerre à l'extérieur, ils vont pouvoir se venger d'une manière ou d'une autre, et ainsi de suite. Ça nous semble, parce que nous avons émergé de nos guerres de religion il y a 400 ans, ça nous semble des choses surannées, mais non, c'est toujours là, en arrière-plan chez les autres, et les autres c'est nous si, voilà, si nos histoires sont mêlées. Donc irruption du désordre. Le problème c'est que si la complexité est relativement avancée, eh bien c'est que le processus de destruction va nous ramener, de disparition de cette complexité, va nous ramener à un stade antérieur. Alors, qu'est-ce qui sera le stade antérieur? Ça, c'est difficile à dire. Ce qui est difficile à dire, c'est jusqu'où on va retomber avant que ça puisse repartir. Ce qu'il y a, c'est une remarque qui avait déjà été faite par Keynes, mais il l'avait faite à la suite d'une remarque faite par si bon souvenir, c'était un général allemand qui avait parlé des conditions qu'on imposait à l'Allemagne en 1919. C'est que nous vivons toujours, disons, avec des populations humaines au maximum de ce que nous pouvons faire. Et ce maximum, c'est pas avec un très grand confort pour tout le monde. C'est avec beaucoup de gens qui vivent à la limite de ce qui est faisable, à la limite d'une pauvreté abjecte qui signifie qu'on est à tout moment sur la ligne de crête entre la vie et la mort. Mais on arrive à avoir des populations aussi grosses que possible dans un environnement particulier. Et alors, dans un système comme le nôtre, où on est arrivé à 7 milliards d'êtres humains, et on est encore sur la lancée puisqu'il y a beaucoup de dames qui attendent des bébés, si on retombe à un niveau de complexité inférieur, ça va faire du dégât. Même, je dirais, même si c'est des famines plutôt que des guerres. Ce qu'il y a malheureusement, c'est que c'est chez nous, dès qu'il y a des tensions, on essaie de résoudre ça avec des guerres. Et quand en particulier il y aura on l'a déjà vu, on a l'impression qu'il y a des ressources qui nous reviennent de droit, ou même si elles ne nous reviennent pas de droit, nous allons les chercher parce que nous considérons que nous en avons besoin. Il y a cette belle histoire que j'ai racontée vous savez, de Thanksgiving aux États-Unis, les colons qui reçoivent un cadeau des Indiens qui sont là, et qu'ils reçoivent donc des patates douces et des dindes. Et dans les jours qui suivent, eh bien, les Européens d'origine reconnaissants vont voler dans les greniers des Indiens ces ressources qui leur paraissent intéressantes. Et ce n'est pas une histoire exceptionnelle, et malheureusement de beaucoup. Alors le sentiment, quand on a mon âge, on a ce sentiment, je suppose, je ne suis pas le seul à l'avoir, que nous aurons vécu je dirais, les deux sommets
de la conviction, le sommet de la conviction qui nous a été insufflé dans les années 50 et 60, qu'on était justement dans un processus de progression inéluctable, les choses allaient de mieux en mieux et que ça culminerait, en tout cas qu'il y aura un sommet que nous pourrions observer probablement la plupart en l'an 2000. Nous pourrions jeter un regard en arrière en disant regardez jusqu'où on est arrivé en l'an 2000, et suivi d'une réalisation, d'une prise de conscience d'un processus d'effondrement qui a commencé par à se mettre en place, probablement. Ça correspond probablement à l'apparition de Milton Friedman et de l'application de ces idées par M. Reagan et par Mme Thatcher, c'est-à-dire bon, ce processus d'accélération de la décomposition à cause de représentations qui sont tout à fait, je dirais, en déconnexion par rapport à la réalité et qui précipitent le processus d'effondrement. Et c'est ce que nous voyons encore au niveau de l'Europe. Nous voyons ces idées qui sont en totale déconnexion avec la réalité, qui ont été infirmées par les faits, ne serait-ce que, je dirais, dans la période qui a suivi 2008, et nous ne voulons pas en tenir compte. Enfin, certains d'entre nous crient casse-cou, mais il y a ceux qui ont l'impression que le système n'est pas encore trop abîmé, du moins à leur niveau, continuent dans la voie qui est tracée. Et comme ils ont les moyens, je dirais, d'imposer, pas nécessairement par la force, ça peut être simplement par l'argent, les vues qui sont les leurs, on continue sur la lancée. Et ça, c'est un truc sur lequel, justement, Tainter attire l'attention dans son bouquin, c'est ce qui précipite la chute. Ce sont des élites qui nient la réalité qui est pourtant observée. C'est-à-dire le fait de ne pas reconnaître. L'idée, ça va continuer, ça peut continuer dans cette voie-là. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà. Il y a une différence entre les vidéos que je faisais en 2008. Parce qu'on me dit, je reçois des mails où il y a des commentaires disant « Mais vous n'étiez quand même pas naïf au point de croire que vous alliez dire avec d'autres, il faudrait faire ceci et cela, et que les gens se rendraient compte qu'il fallait effectivement le faire et qu'on le ferait. Vous n'avez quand même pas eu cette naïveté. » Ah ben, je vais surprendre certains. Ben si, j'avais cette naïveté. Je l'avais. Je me disais, si on analyse bien ce qui s'est passé, et si on essaie de convaincre les gens qu'il n'y a pas le choix, eh bien les gens vont le faire. Il y aura un processus, bon, les gens ne seront pas tous convaincus, mais il y aura un processus de type nuit du 4 août, abolition des privilèges. Il y aura un certain nombre de gens qui se rendront compte que c'est cuit, non seulement pour eux, mais pour tout le monde, s'ils persistent dans la même direction. Et ce sont des gens qui ont la possibilité, je dirais, de pousser les choses dans une certaine direction. Ils ont là un certain accès au pouvoir qui leur permet de le faire, et ils vont prendre conscience de ça et prendre la bonne décision. Le problème, comme vous le voyez, c'est que dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup d'exemples de ça. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de nuit du 4 août. Je crois qu'il y en a une, il y en a une dans l'Antiquité. Il y a quelque chose. Je me souviens, c'est en lisant l'histoire des Gracques que je me souviens d'avoir vu ça. Mais dans le cas des Gracques, c'est justement le contraire qui est fait. Des Gracques eux-mêmes, c'est-à-dire que tout le monde a compris ce qu'il fallait faire et on fait exactement le contraire. C'est un peu comme maintenant. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est complètement cuit? Je ne sais pas. Moi, je vais continuer à être le lanceur d'alerte et à dire il faut pas faire ça. Je l'ai fait à midi quand on me donne la possibilité de le faire sur France Culture. Je le fais ici dans mes vidéos, je le fais dans mes billets et je le ferai chaque fois qu'on me permettra de le faire. Tant que j'aurai le moyen effectivement d'ouvrir la bouche ou de réfléchir. Mais est-ce que les lois de la physique ne sont pas beaucoup plus fortes que nous? Je l'avais dit aussi, je crois, dans une vidéo. Cette fois-ci, c'est le grand combat, parce que c'est les lois de la physique contre nous. C'est nous contre les lois de la physique, et c'est pas évident qui, dans ce grand combat, gagnera. Le fait que nous ne soyons pas mobilisés en ce moment, évidemment, n'est pas très encourageant. Si nous étions entièrement mobilisés, il n'est pas encore sûr que nous arriverions à transcender d'une certaine manière. C'est pas remplacer les lois de la physique ou aller à l'encontre, où on aurait je ne sais pas, où on arriverait
à vaincre la gravité par un moyen ou un autre, c'est pas à ce niveau-là, mais c'est prendre conscience que les lois de la physique nous emmènent droit dans une certaine direction et qu'il faut mettre toute notre énergie pour empêcher que ça n'aille là, et qui nous permettrait non pas de renverser les lois de la physique, mais de les contourner d'une certaine manière, de faire un processus de contournement de cette réalité telle qu'elle est. Mais plus ça va, plus j'ai l'impression que nous allons voilà, nous enfoncer simplement. Que ce qu'il y aura, ce sera plutôt de l'ordre de l'apoptose, c'est-à-dire donc de cet autosacrifice des cellules qu'on voit dans certains organes. Dieu sait quelle représentation elles ont, j'en sais rien, si les cellules ont une conscience, après tout, pourquoi pas. Mais il est bien possible que les cellules qui provoquent l'apoptose aient l'impression qu'en fait elles contribuent, qu'elles contribuent à continuer à faire aller les choses comme avant, ne se rendant pas compte de ce qui est en train de se passer. Un certain nombre de nos dirigeants sont dans ce processus d'apoptose et ils nous racontent des histoires qui sont en telle déconnexion par rapport à ce qui se passe en réalité, et pas seulement. Bon, il y a eu à propos des décisions de la BCE cet après-midi, j'ai vu des titres optimistes dans les journaux en disant voilà, un mouvement important dans la bonne direction. Il y a eu tout de suite un article de François Leclerc, ici chez nous, qui n'était pas de cet ordre-là. C'est le processus, bon, ce qui s'est passé cet après-midi, la déclaration de Draghi, c'est donc un clou dans le cercueil de l'Europe, comme on aurait pu l'imaginer. Comme je l'expliquais pour commencer, on a essayé de concilier deux choses inconciliables et on nous prétend que les deux aspects sont importants et que, ou comme la question qu'on m'a posée à France Culture, ce compromis, non, je dis il n'y a pas de compromis, ou bien c'est une victoire de l'Allemagne, c'est-à-dire l'effondrement de la zone euro, ou bien c'est c'est quoi le contraire d'une victoire? C'est que ou bien l'Allemagne perd la bataille et dans ce cas-là, l'Europe peut continuer éventuellement dans sa direction, mais il faut dans la direction où elle était engagée. Mais dans ce cas-là, il faudra absolument, bien entendu, un véritable fédéralisme, unification du système fiscal en arrière-plan, et pour bien faire que ce soit un bon système, et mutualisation de la dette à l'échelle de l'Europe. Et comme je l'avais proposé, ça ne peut pas se faire sans un défaut généralisé de la zone euro. Mais ces propositions, je dirais aussi comment dire, réalistes qu'elles soient, sont en train de disparaître à l'horizon, de s'évaporer. On ne va pas en tenir compte. Voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un peu plus long que d'habitude. À bientôt, à la semaine prochaine.